Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu qui va à la recherche de notre culture, de nous-mêmes, et on est avec un expert qui nous aide dans cette quête, Abdeslam El-Merir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah. Tu as un podcast aujourd'hui qui va nous donner faim. Alors, je précise qu'il est enregistré avant le Reda. Il faut attendre peut-être le vendredi. On parle d'un objet qui nous est cher, le couscous, kskso, tam, dans certaines familles, qui a été récemment inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. C'est bien ça? Oui, effectivement. Voilà. Alors, par quoi tu veux commencer? Le plat. J'aime beaucoup commencer par les noms. Ah, voilà. Vas-y. Donc, le couscous, c'est un terme qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues. On le trouve uniquement au Maroc, que ce soit dans le dialecte arabe ou bien les diverses formes de la mazir. Donc, skso. Mais on trouve également le terme ta'am, surtout dans les tribus arabophones. Là, les habitants, quand ils disent ta'am, ils désignent spécifiquement le couscous. Pourquoi? Parce que, apparemment, le couscous, c'est la base de l'alimentation. C'est le mets le plus important. C'est lui qui constitue donc l'essentiel. Ça s'appelle la nourriture. La nourriture, voilà. Ta'am, en général, c'est la nourriture. Donc, c'est le couscous qui constitue l'élément essentiel de l'alimentation de la population. Puisque tu parles de nom, il y a quand même deux écoles. Il y a skso et kskso. Je ne sais pas si on peut rentrer à ce niveau de détail, mais les deux formes existent. C'est vrai, mais là, c'est une question purement linguistique et qui a besoin d'une approche à la fois historique et donc linguistique, mais peut-être qu'il s'agit de différences morphologiques, au niveau morphologique, liées peut-être à des aires géographiques. Ça doit être ça. Est-ce qu'il y a d'autres noms alors Oui, bien sûr, il y a des régions qui utilisent d'autres termes, par exemple, Imensi, Nouagra. Imensi, c'est-à-dire le dîner, Agra, c'est le couscoussier. Donc il n'y a pas le terme couscous. Et dans la région du sud-est, quelques tribus de la région du sud-est. Donc c'est un plat qui est très ancien. Je crois que déjà à l'époque de 12e ou 13e siècle, on décrivait cette région comme Akilou le couscous, ou Labisul Bournos, etc. Voilà. Tu peux nous parler un peu des origines de ce plat? Pour parler un peu de l'origine du couscous, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas des indices archéologiques tangibles, ni des citations historiques précises. Donc tout ce qu'on a, ce sont des hypothèses. Mais ce qui est sûr, c'est que ce plat-là n'était pas connu chez les Grecs, ni chez les Romains, ni durant l'époque médiévale chez les pays du Mashriq. Donc c'est le produit du Maghreb parce que le couscous s'inscrit dans ce qu'on peut appeler une civilisation du couscous. Il y a un chercheur qui considère l'Europe comme que l'Europe a connu la civilisation du pain, alors que l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, il a connu ce qu'on appelle la civilisation du couscous. Parce que ce plat-là, bien sûr, on le trouve en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et le pays des Sahel, plus particulièrement le Sénégal, le Mali et le Niger. Donc là, c'est vraiment très difficile de chercher son origine, mais ce qui est sûr, donc, il est limité à de la zone. D'accord. Quand tu fais l'opposition du pays du pain et du pays de la semoule, du couscous, ça veut dire que dans notre histoire, il n'y avait pas de pain. On fait une petite parenthèse, mais... Non, cela veut dire que, bien sûr... Sachant qu'il n'avait pas de couscous, est-ce qu'on n'avait pas de pain? Non. J'arrive pas à imaginer une vie sans pain, à titre personnel. C'est quelque chose qui... Non, c'est simplement pour dire que le couscous occupe une place de choix. D'accord. C'est la star, quoi. Voilà. C'est la star de la cuisine. C'est la base de l'alimentation. D'accord. Donc il le mangeait plusieurs fois par jour, par semaine, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, dans les traditions, c'est plutôt le vendredi. C'est uniquement le vendredi. Non, avant, c'était pas le cas. Pour certaines tribus, c'était un plat quotidien. D'accord. C'est important. C'est un plat quotidien. Dans certaines tribus, chaque jour, il y avait un programme pour les repas. Le déjeuner, c'est plus souvent le tagine, ou bien le couscous. Et le dîner, c'est souvent la bouillée, la saïda ou bien tagoula. Voilà. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse qui est très importante. Toutes les civilisations humaines, ils ont connu l'usage de la farine pour faire des plats. Mais en principe, il y a deux méthodes de cuisson. Soit la farine, elle est transformée en pâte pour donner le pain, la première méthode, soit cette farine, elle est bouillée dans l'eau pour donner soit la soupe blanche, soit la bouillée, la seda. La particularité du couscous, c'est que la farine, elle est cuite à l'aide de la vapeur. C'est ça vraiment donc la particularité technique du couscous. D'accord, on récapitule. Plat de l'ouest de l'Afrique et de nord de l'Afrique. Voilà, effectivement. Qui caractérise cette région. Qui est ancien, même si on n'arrive pas à déterminer avec précision. Qui est protéiforme, c'est-à-dire qu'il y a un podcast
ou un de tes collègues nous a dit qu'il y a autant de couscous que de mamans. Effectivement, voilà, c'est ça. Voilà. Mais si on sort un peu des mamans et des familles, on peut trouver des grandes familles. Oui, d'abord. Chaque région du Maroc, il a ses propres plats. Bien sûr. Et la différenciation donc des plats est tributaire donc des produits de chaque région. Par exemple, dans certaines régions, on se base surtout sur le maïs, d'autres sur l'orge, d'autres sur le blé, ou bien le mil, le sorgho. Pour la viande, il y a des régions, donc les régions littorales, qui peuvent également donc intégrer le poisson, surtout l'espèce de sargala, dans la préparation du couscous. Sargala. Sargala, oui. Il y a des couscous que l'on prépare avec les bouzrougs, les huîtres. Les moules. Donc, chaque région, il a ses propres variétés du couscous. Mais d'une manière générale, on peut dire que les différentes formes du couscous peuvent être classées en 3 grandes catégories. D'accord. Il y a le couscous donc, qui est servi avec la viande et les légumes, donc servi comme ça, garni de viande et de légumes et tout ça. C'est la première catégorie. La deuxième, c'est le couscous qu'on consomme donc sec, que l'on consomme donc avec le petit lait, le ben. Le troisième, c'est coq, quoi. C'est coq, voilà. Le troisième, c'est sfa. D'accord, sucré. Sucré, donc il est sec, il est sucré avec cannelle, avec les raisins secs, avec peut-être même les amandes écrasées. Ces 3 catégories, c'est ces 3 catégories que tu situes au Maroc ou bien c'est en général Non, je parle du Maroc. D'accord. Je parle du Maroc. Parce qu'il y a d'autres catégories dans d'autres pays. Certainement. Mais je connais du Maroc, donc les différentes catégories tribales et des différentes villes du Maroc peuvent être. Où est-ce que tu places les couscous un peu spéciaux que j'ai jamais vus personnellement, avec des dattes ou bien des œufs? C'est plutôt, tu les mets dans quelle catégorie ceux-là? Vous savez, l'importance du couscous, c'est que c'est un plat simple à préparer. Par la suite, il faut parler un peu de la préparation des grains de couscous, mais le plat lui-même, il est facile à préparer. Ah bon? Oui. À chaque fois que je vois ça, j'ai l'impression que c'est compliqué. Non, je veux dire donc parce que je cuisine un peu, mais je me suis jamais attaqué au couscous. Hein. Non, je m'explique. Ça veut dire donc la simplicité, c'est que la femme, avec des ingrédients très très simples qui sont disponibles, il peut préparer le couscous. Les grains ils sont déjà préparés. Les légumes, il peut se servir donc des légumes qui sont frais ou bien sèches. Mais ce plat simple, il peut le transformer avec des gestes faciles, simples, en un plat prestigieux. Par exemple, supposons que la mère elle a déjà préparé un couscous et soudain il a l'envie donc de monter le niveau. Non, par exemple de surprendre sa famille, de leur faire plaisir, d'accord, une petite surprise. Alors il peut prendre des dattes, il les disperse sur le couscous, les œufs également, et il peut l'arroser avec le beurre fondu, l'argan ou bien l'huile d'olive, et voilà, donc c'est un plat de luxe. D'accord, en fait, c'est un plat qui est un générique que tu peux personnaliser comme tu veux, en fait. Effectivement, voilà, c'est ça. C'est ce qui correspond beaucoup. On peut improviser des formes et tout ça. Il y a beaucoup de plats traditionnels qui sont comme ça. Je pense à la paella ou la pizza, qui sont des bases sur lesquelles chaque famille ou chaque situation, c'est paramétrable à l'infini. Oui. Il y a un élément que j'aimerais bien évoquer, c'est la préparation du couscous. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui caractérise ce plat, c'est comment on transforme la farine en petites boulettes ou bien en grains qui sont conservés pour un usage ultérieur. C'est ça la chose la plus importante. C'est ça le cœur du métier. Voilà. Et ce travail-là, il se fait d'une manière collective. Ça veut dire les femmes d'un village ou d'un quartier dans une ancienne médina, ils se réunissent à tour de rôle chaque jour chez une femme. La femme leur sert de la farine et ils commencent à travailler. Faire les petites... Ils se servent, chacune d'entre elles, il a un plat en vin riz dans lequel elle verse une quantité de farine avec un peu d'eau, peut-être un peu également de l'huile d'olive, et il commence à frotter et à remuer avec ses mains pour transformer cette farine-là en grains. Ces grains-là, parfois, ils subissent une petite cuisson à la vapeur, puis ils sont exposés donc au soleil pour sécher. Après ça, on peut conserver le couscous pendant au moins 6 mois. Et tu me dis que c'est facile à préparer? Non, je veux dire facile à préparer. Quand on achète au supermarché. Non, je veux dire facile à préparer le moment de la préparation, le moment de la cuisson. Donc, déjà, c'est un travail collectif. Le couscous, c'est un travail collectif depuis la phase de la préparation des grains jusqu'à la consommation. Les gens n'étaient pas habitués à consommer le couscous individuellement. C'est toujours un moment de partage. Bien sûr. D'abord, au niveau de la famille, avant, c'était un repas quotidien. Maintenant, c'est un repas
hebdomadaire. Chaque vendredi, la famille a l'occasion de se réunir. Même au niveau donc des fêtes. Excuse-moi, je te coupe, mais même dans les familles modernes qui ont l'habitude de manger dans des assiettes individuelles, enfin comme la plupart comme ça se fait aujourd'hui, le couscous qui est prêt au milieu. Enfin, il a gardé cette mode de consommation. Voilà, il a résisté dans son côté collectif. Effectivement. Même dans les familles qui mangent tous les autres plats. C'est un ciment social. Un détail très important, c'est que le couscous, il avait joué un rôle très important de l'histoire du Maroc. Ah. Oui. Par exemple, les caravanes qui effectuaient des voyages entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, ils avaient toujours une quantité du couscous qu'ils pouvaient consommer le long du trajet. L'armée aussi. Oui, l'armée également. Les nomades, ils avaient toujours une quantité de couscous qui est prête, qu'il suffit donc de faire bouillir, cuire à la vapeur pendant quelques temps, donc le plat il est prêt. Et très important, il y avait un ambassadeur danois qui était au Maroc à l'époque de Sidi Mohamed Ben Abdillah. Il parle de l'importance du couscous pour les gens de mer marocains. Ça veut dire donc les bateaux qui devaient passer une longue période au bord de la mer, ils transportaient leur nourriture. Et parmi les choses les plus importantes qu'ils transportaient, c'était le couscous. Donc pour montrer, sur un bateau. Oui, sur un bateau, oui, pour le consommer. Allah. Oui, c'est vrai, donc c'est sur le couscous. Et le couscous était toujours lié à l'image de Maghreb. Le Maroc, que ce soit en Europe ou bien en Orient, quand on parle du Maroc, le Maghreb, ce qui leur vient à l'esprit, c'est le couscous. Quand tu parles du Maroc ou du Maghreb? Le Maghreb. Le Maghreb en termes arabes. Non, parce que les deux termes. Par exemple... L'arabie, c'est plus grand que le Maroc. Par exemple, lorsque un ambassadeur de Moulay Ismaïl, Safir Ben Aïcha, donc il est parti... Oui, c'est notre ami celui-là. Quand il est parti Louis XIV. En France, il avait amené avec lui une farine pour préparer le couscous. Ça veut dire donc les archives françaises parlent du couscous. Là, on est en 1700. Là, à peu près. C'était 1600, je crois, 99, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, l'un de ses voyages. Donc, c'est pas une spécialité des femmes. Non, peut-être qu'il avait amené avec lui des hommes, je sais pas. Non, je pose la question, est-ce que Safir Ben Aïcha avait des cuisinières avec lui? Sûrement. Hein. Je sais pas. Ouais. Mais de toute façon, c'est une très bonne question, Adi. Parce que j'imagine que je n'aurais dit à cool la blanquette de veau. Mais l'essentiel, c'est que le couscous... Là, ce qui est important pour moi, c'est que le couscous, c'est un plat marocain, mais qui était connu à l'étranger. Que ce soit en Europe, c'est-à-dire déjà 6e siècle et 17e siècle, les gens connaissent le couscous, que le Maroc, l'image du Maroc, il est liée au couscous. Même, comme je le dis, donc, les pays du Mashriq, par exemple, il y a un historien marocain qui dit qu'un voyageur marocain, il est parti en Palestine et les gens lui ont demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous préparer le couscous? Ça veut dire que le couscous, maintenant, donc, que l'on trouve partout à travers le monde, que ce soit en France, que ce soit à Dubaï ou partout, c'est pas toujours le cas, mais le couscous était connu. Même si son espace géographique était limité, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. C'est un marqueur identitaire. Voilà, mais depuis déjà donc plusieurs siècles. Je peux te rajouter un marqueur identitaire au moment de la Reconquista où les Espagnols catholiques essayaient de vérifier le bien fondé des conversions des Andalous anciennement musulmans. Où, la présence de semoule à la maison était considérée comme une preuve de traîtrise. C'est-à-dire qu'elle était liée à son identité. C'est-à-dire qu'il n'avait pas renié son identité. Voilà, c'est ça. Le couscous, c'était le symbole de l'appartenance à des valeurs et à une histoire. Il y a un détail, j'aimerais bien qu'on parle, donc les ustensiles de la préparation de le couscous. D'abord, il y a un plat en vin-riz pour préparer le couscous. Ça veut dire transformer la farine en grains, en petites boulettes. C'est très important. Il y a la marmite. La marmite, moi j'aime beaucoup donc les noms, ils sont très révélateurs. La marmite, il est en arabe, soit le guedra, soit le barma. En langue amazigh, surtout tikint. C'est le même nom que l'on utilise pour toutes les autres catégories des pots. Et qui servent à préparer la seda, la bouillie, la soupe, les légumes et tout ça. Mais l'ustensile le plus important, c'est le couscoussier, qui est en arabe kskas, en langue amazigh, tasksous. Donc c'est vraiment, c'est pour là qui fait la particularité de plat. Et au niveau des matières premières de la réalisation de ces ustensiles, on peut les fabriquer avec la vannerie, les feuilles de palmier, l'oisier, le halfa. On peut également, surtout je parle du couscoussier, on peut également donc le réaliser avec l'argile. Mais les maisons des notables, les grandes zaouïas, les centres du pouvoir politique, ils avaient absolument uniquement des pots
C'est-à-dire donc des couscoussiers et des marmites en cuivre. En cuivre. En cuivre, oui. C'était un marqueur de prestige, un marqueur de richesse. Donc une maison qui a le couscoussier et la marmite, donc du cuivre, c'est une façon de marquer un certain prestige social. Mais là, on parle des ustensiles de cuisine, c'est-à-dire que les invités, à la limite, ne les voient pas. On parle des ustensiles pour cuisiner, pas pour servir. Non, pour servir, c'est le plat. Voilà. Alors là, il y a deux types de plats. Il y a bien sûr le petit plat, qui est donc en bois ou bien en cuivre, mais pour certaines, je reviens à dire, les maisons des notables, les centres politiques, les zaouïas, ils avaient d'énormes plats. Oui, en terre cuite. En terre cuite, voilà. Ou même en bois. Et pour les transporter, les déplacer, il fallait donc au moins faire appel à 2 ou 3 hommes. Pour un plat. Un plat, parce qu'ils sont très lourds. Il fallait. C'est une bombe calorique. Voilà. Non, mais parce qu'il est destiné à toute une foule. Je vous laisse imaginer la sieste après ça. Donc alors, mais pour le transporter, il faut le déposer sur soit un tapis, soit sur un filet, ou bien le plat, il est muni d'anneaux en cuivre, de 2 ou 3 anneaux, ou bien 4, et chaque homme peut mettre sa main dans un point. Donc cette histoire de grand couscous du monde, c'est pas récent, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des couscous géants. Oui. C'est une tradition, parce que imaginez que vous avez un mousm, que vous avez des centaines de gens. Donc, on va leur servir ça. D'accord. Donc, le couscous est un plat, mais pas seulement collectif, c'est un plat méga collectif, quoi. Effectivement, voilà, c'est ça. Oui. Le couscous, il a quand même une place spéciale dans la société. Tu parles de la place qu'il a dans l'histoire, la place qu'il a dans la communauté. Il y a quelque chose de spécial avec ce plat, non? Oui, effectivement. L'homme, je dis l'homme ou bien la femme, donc depuis la naissance de l'enfant, donc bien sûr, son alimentation dépend du lait maternel. Mais une fois qu'il commence à s'accoutumer le régime alimentaire de la communauté, c'est là qu'il commence à s'habituer au couscous. Et après, le couscous reste à la base de son alimentation jusqu'à la mort, puisqu'on le trouve dans toutes les phases de la vie. Quand on a le mariage, le couscous est présent dans les différents rites du mariage. Le couscous, il est toujours donc au centre de plusieurs pratiques. On a le couscous chaque jour, même le jour des fêtes spéciales. Le mois du Ramadan, il y a des tribus qui considèrent le couscous comme le plat de l'iftar. Gneza, jusqu'à la fin. Voilà, j'en arrive à l'gneza. C'est pour cela qu'on dit que peut-être, bon, pour rigoler, pour un titre anecdotique, donc on va dire on va manger ton couscous, ça veut dire donc tu vas mourir, on va manger le couscous à l'occasion de ta mort. Donc voilà, le couscous, c'est un plat qui rythme la vie de l'être humain au Maroc depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Alors quand on pose un couscous dans une table commune et qu'on a des gens qui ne sont pas familiers, il y a des règles, enfin, on ne fait pas n'importe quoi. Et est-ce que tu peux nous détailler tout ça? Parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas écrites mais qui sont importantes. Par exemple, c'est très très drôle souvent quand tu as des touristes ou quelque chose qui vont attaquer l'autre côté du plat pour se servir. Donc il y a des choses. Est-ce que vous avez déjà les chercheurs réfléchi aux règles de bienséance dans un couscous collectif? D'abord, nous maintenant. C'est-à-dire la taille de ton angle d'attaque, la zone frontalière, se servir ou pas à côté. Il y a beaucoup de choses comme ça. Effectivement. D'abord. Maintenant, la plupart des gens, pour manger le couscous, se servent de cuillère. Oui, déjà. Mais avant, il fallait se servir de sa main. Parce qu'il fallait donc avoir un contact direct avec le plat. Et c'était tout un art. Et je peux citer, à titre d'exemple, un auteur italien qui est venu au Maroc à l'époque de Moulay Hassan Aoul. Donc fin 19e. Voilà. Dans le cadre d'une mission diplomatique, il a accompagné un diplomate italien. Cet auteur-là, il s'appelle Di Amansi. Alors, il a décrit un peu comment les gens mangeaient le couscous et les autres plats dans la ville de Fès. Et donc, je cite, il dit que les hommes faisaient des boulettes de couscous, mangeaient avec leurs mains, pas une miette, pas une goutte ne tombait hors du plat. Quand ils se levèrent, ne pûmes voir que leur cafetan était, comme avant, d'une blancheur immaculée. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout un art. Pour manger le couscous, c'est tout un art. Donc, il y a des pratiques. D'abord, chacun doit manger devant lui. On commence par les légumes, on termine par la viande. Mais ce qui est très important, c'est que le couscous, il nous impose des règles. Mais au sein de ces règles, il nous laisse la liberté de faire certains choix. Par exemple, on dépose la sauce dans des bols séparés. Chacun peut arroser l'endroit où il mange avec la quantité de la sauce qu'il veut. Donc ça, c'est un choix.
Et le niveau de har aussi, parce que parfois il y a des Oui, sauces. j'en arrive également. Donc, je suis libre d'arroser ma zone, mais sans toucher les autres. Même au niveau, par exemple, le lait, le halib, le ben. Il y a des gens qui veulent manger le couscous mélangé avec le petit lait, d'autres qui ne veulent pas. Donc, c'est un choix. Mais je ne dois pas imposer mes choix aux autres. Même le piment qui m'a dit, donc, il est posé donc sur la made, le couscous, la viande et tout ça. Je peux prendre la partie que je veux et la mettre devant moi sans imposer aux autres. Autrement dit, le couscous, il nous apprend à vivre ensemble. La liberté. Non. Le respect. Voilà, le respect. Le respect. Oui, oui, ça veut dire donc la liberté. La liberté, le respect. Au sein du respect des règles qui font notre société. Et c'est très important. C'est la leçon à retirer de la consommation du couscous. J'ai une question sur la technique manuelle, qui est compliquée. Qui est compliquée et que peu de gens beaucoup moins de gens maîtrisent aujourd'hui qu'hier, puisqu'on est tous passés à la cuillère. Oui. Bon, ma question, c'est quand les Marocains, au 19e siècle par exemple, au moment de ces descriptions de l'ambassadeur de l'étranger qui est venu visiter le Maroc, les cuillères existaient. Les cuillères en bois, les cuillères, les louches. Bien sûr. Elles existaient, Donc, oui, les louches. l'outil est connu. Oui, bien sûr. Voilà. Le choix de le manger à la main est un choix de comment dire. Un choix social. C'est un choix social. C'est Oui, pas un choix culturel. pratique. Parce Non. qu'aujourd'hui, le choix pratique, C'est la cuillère. On a tous oublié ça. Donc la question n'était pas qu'il manquait l'outil. Non, non. Pas du tout. Non, non. C'est un les avis- trip. On va le manger en faisant des boulettes. Non, oui, voilà. En faisant Parce que des boules et le poussant avec le pouce dans la bouche. il y avait, C'est très technique, oui, il y avait plusieurs types de cuillères. Il y avait la cuillère en bois, Oui. qui était largement répandue. bien sûr. Il y avait des cuillères qui étaient faites avec les cornes des animaux. Mais il y a également des cuillères métalliques, mais qui sont rares. Non. Le plus important, ça veut dire donc les cuillères étaient disponibles. D'accord. Quand tu parles des bouillies qui dînaient, etc., ils mangeaient avec des cuillères. Qui Les Marocains, nos ancêtres. Tu disais Non. le dîner Oui, était souvent à base de. Oui, c'est surtout les soupes blanches. Voilà, les soupes blanches. Soua. Donc, Askif, oui. donc, On le consomme avec les. donc la cuillère existe. Oui, Voilà, ils la connaissent. oui, la connaissance, bien sûr. Donc, ce qu'est haïdoha. Bien sûr, oui. On va avec la main faire des boules. Des boules, des D'accord. boulettes, oui. Donc c'est un choix audacieux parce que j'insiste pour ceux qui connaissent pas le sujet, je sais même pas si, enfin tout le monde le connaît, c'est compliqué. C'est pas une technique, c'est pas comme manger un tagine b'khobz ouiddik. Alors par contre, tu nous as expliqué quand on a préparé ce podcast que le plat était servi fermé. C'est important ça. Oui, c'est très important. D'abord, simplement, donc, revenez un peu à la cuillère, parce que les Marocains, par exemple, ils ne devaient pas couper le pain avec un couteau. Alesh C'est parce que c'est un pain. À ce jour. Hein À ce jour. Oui, parce que c'est sacré. Non, Non, parce que c'est sacré, donc il ne faut pas le couper avec le métal. Donc peut-être c'est dans le même ordre d'idée, donc le grain, c'est la baraka. Donc, il y a un voyageur européen, Oscar Lenz, il a fait un voyage, l'un des premiers Européens qui a visité, c'est la fin du 19e siècle, l'un des premiers Européens qui ont visité Tombouctou au Mali. Donc il a fait les voyages à travers le Maroc. Et dans son livre, il a décrit plusieurs composantes de notre culture et il a parlé du couscous, comment il est présenté. Il dit que le couscous était surmonté d'un grand couvercle en forme de chapeau, tissé en jonc, ou souvent élégamment orné. Ce que je veux retenir par là, la description donnée par le docteur Lenz, tous les chercheurs européens qui ont visité le Maroc à partir du XVIIIe siècle, ils remarquent que les plats au Maroc étaient toujours servis couverts. C'est-à-dire le couscous, il est couvert d'un élément conique qu'on appelle en arabe le mkeb, ou bien en tamazight asdoul, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour maintenir le plat chaud, le moment donc du transport. Également donc pour le maintenir donc à l'abri de la poussière et d'autres facteurs. Et le plus important, peut-être pour surprendre un peu les invités qui sont assis autour d'une table. c'est pour avoir le haut. Mais le plus important, mais Ouais. vraiment, abstraction faite des motivations, le fait est là. Au Maroc, on devait toujours présenter le couscous couvert d'un élément conique. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, cette pratique a été reprise. Par exemple, lorsqu'on vous assistez à un mariage, il y a donc un traiteur qui fait le service. Donc, il y a toujours les fstelas qui arrivent, donc ils sont couvertes. Donc, l'idée de couvrir le couscous, c'est une pratique qui fait partie de notre Après, il faut qu'il y a sous le couvercle mérite cet effet de surprise. Parce que Voilà. si tu es déçu, c'est à double tranchant. Comme je l'ai dit, donc le couscous, il est présent durant toute la vie. Il accompagne l'être humain durant toute sa vie. Et il rythme toutes les phases de la vie. Par exemple, lorsqu'on a ce qu'on appelle le nouvel an agricole,
Il y a certaines tribus qui préparent un type spécifique du couscous qu'on appelle donc il y a 7 légumes qui entrent dans la composition du couscous. Et il est surtout préparé dans certaines villes. Je donne l'exemple, par exemple, de la ville de Salé. Alors là, on peut trouver des gens qui sont venus de différentes tribus, de différentes villes, et chaque ville prépare le couscous spécifique à sa région. Alors là, il y a ce qu'on appelle daiqa. Daiqa, c'est donc ce qu'on goûte. Les gens qui préparent le couscous aux 7 légumes, ils doivent envoyer un petit plat de couscous à des gens, à des voisins, par exemple, qui préparent un autre plat de leur région. Donc, ça existe encore, le fait d'envoyer au... Voilà, simplement pour dire que le couscous, donc, c'est un élément, un signe, un moyen de tisser des liens entre les différentes membres de la société. Il y a aussi une autre fonction du couscous, peut-être tu peux la développer, sadaqa en fait, le fait de nourrir des gens qui sont dans le besoin, ça se fait souvent avec un couscous. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou ça se fait encore? Enfin, on voit des couscous servis pour les SDF. Parce que pour la société marocaine, le couscous c'est un plat béni, donc fih al-baraka. Il est toujours lié la géographie les grands saints du Maroc. Il y a toujours la présence du couscous. Donc le couscous c'est un élément sacré. C'est un plat qui a une grande importance. C'est pour cela, donc, on prend soin de le présenter, que ce soit aux invités, que ce soit en sous forme de sadaqa, le monde les nécessiteux. D'accord. Plat sacré, plat qui accompagne les Marocains dans leur vie, plat régional, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, marqueur identitaire, plat personnalisable à l'infini, plat qui apprend le respect de l'autre et la liberté individuelle. Ça fait beaucoup de choses pour un seul repas. Est-ce qu'on a oublié un aspect? Non. C'est déjà beaucoup. Et je vais conclure ce podcast en te remerciant. Avec plaisir, cher ami. Et en vous souhaitant bon appétit. Merci. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.